Bonjour, je m'appelle Yves Grégoire du Centre scientifique et technique de la construction et je vais vous présenter le cours sur l'exécution des maçonneries. Ce cours se divise en 3 parties. La première partie traitera de la maçonnerie innovante et du mur creux. La deuxième partie abordera l'optimisation des détails, la maçonnerie collée, alors que la troisième et dernière partie abordera la maçonnerie préfabriquée, les tolérances et les cas de pathologie fréquents. Tout d'abord la maçonnerie innovante. Nous allons aborder tant les moteurs, les tendances et également les impacts. Il y a différents moteurs aux innovations et aux évolutions de la maçonnerie. Tout d'abord les exigences techniques, les réglementations thermiques, l'impact environnemental, les conditions de travail et les techniques de pose, et dernièrement l'esthétique. Alors il y a d'autres moteurs qui ne sont pas exclus comme l'acoustique par exemple. Tout d'abord, mentionnons que les produits de maçonnerie, en particulier les éléments de maçonnerie, donc les briques en terre cuite, les éléments silico-calcaires, béton, béton cellulaire, pierre reconstituée, pierre naturelle, disposent de tout un arsenal de normes, tant des normes produits que des normes relatives aux méthodes d'essai, donc des normes développées au niveau européen, ainsi que au niveau belge, des prescriptions techniques, donc qui sont plutôt liées à l'aptitude à l'emploi. Et finalement, l'harmonisation au niveau européen a permis de voir au niveau belge quels étaient les développements au niveau européen dans les autres pays, ce qui constitue évidemment un moteur pour les évolutions que l'on peut rencontrer au niveau belge. On a tout un arsenal de normes et finalement, c'est un moteur qui permet de fixer au niveau des éléments que l'on souhaite développer des critères, par exemple, liés aux exigences que nous rencontrons en Belgique. Pour les produits de pose et donc les mortiers de pose en particulier, il y a également un ensemble de normes, tant des normes produits que des méthodes d'essai, que des documents de certification au niveau belge, donc les PTV. Alors la norme européenne décrit 3 types de mortiers, les mortiers d'usage courant, les mortiers de joint mince, les mortiers allégés, donc respectivement GT et L. Il existe également, et on voit arriver sur le marché, des produits plus innovants, comme par exemple les colles polyuréthane. Au niveau des documents de référence relatifs aux règles de réception et d'exécution des maçonneries, il y a des évolutions marquantes qui se sont déroulées également. Avant fin des années 90, nous avions en Belgique 2 documents de référence, 2 normes. La première relative à la conception et au calcul, la NBNB 24301. Également un second document relatif à l'exécution, la NBNB 24401. Ces documents étaient accompagnés également de spécifications techniques au sein des STS 22, publiés en 1987, maçonnerie pour construction basse. À partir de la fin des années 90, se sont développées les premières générations d'Eurocode, donc les pré-Eurocode, les ENV, accompagnés de leurs documents d'application nationale, DAN, ont été publiés 3 parties relatives aux maçonneries. D'abord les règles, la partie 1.1, la partie feu, partie 1.2, et les règles relatives aux charges latérales, la partie 1.3. Durant la période qui a suivi, tant les ENV que les normes belges coexistaient. À partir de 2005, ont été publiées les différentes parties de l'Eurocode 6, donc les versions EN, accompagnées de leurs annexes nationales. Là, 4 documents ont été publiés. Le premier relatif à la conception, c'est la partie 1.1. Une seconde partie relative au feu, c'est la partie 1.2. Une troisième partie, la partie 2 relative à l'exécution. Et finalement la partie 3 relative aux règles simplifiées. Les STS 22 ont été révisées, elles ont été publiées sur la durée 2019-2020, et le CSTC, quant à lui, a publié la NIT 271 relative à l'exécution des maçonneries en 2020. Les réglementations thermiques constituent également un moteur aux évolutions. Mentionnons la 6e exigence essentielle du règlement sur les produits de construction, qui est l'économie d'énergie et l'isolation thermique. Vous avez entendu parler certainement de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, la PEB.
eh bien cette réglementation s'applique à l'ensemble des bâtiments nécessitant l'obtention d'un permis d'urbanisme et elle exige notamment de limiter les déperditions thermiques en partie courante des parois. Le coefficient de transmission thermique, donc la valeur U de la paroi, ne peut pas dépasser une valeur limite, la valeur U max, fixée par chaque région. Elle exige également de tenir compte des nœuds constructifs, en tout cas pour les bâtiments neufs et assimilés. Eh bien, ce contexte est également un moteur pour les évolutions, et donc les réglementations thermiques constituent un moteur aux évolutions. Considérons par exemple une paroi de maçonnerie extérieure, revêtue d'un isolant rapporté, recouvert d'un parachèvement comme un enduit par exemple. Eh bien, la valeur U de la paroi, qui est égale à l'inverse de la résistance totale de la paroi, devra être inférieure ou égale à la valeur U max fixée par les régions. Donc, l'objectif sera d'optimiser et donc de maximiser cette résistance totale, qui est égale à la résistance de la maçonnerie, à la résistance de l'isolant, à la résistance des différentes finitions et aux résistances de surface. Afin d'optimiser la résistance de la maçonnerie, voyons un petit peu ce qu'il en est. Donc sur le graphique, ici vous voyez la valeur U en ordonnée et l'épaisseur de l'isolation rapportée. Eh bien par exemple, pour une résistance de la maçonnerie de 0,25 m² Kelvin par watt, ce qu'on obtient par exemple avec une valeur lambda de la maçonnerie de 0,56 watts par mètre Kelvin et une épaisseur courante de 14 cm, on peut voir que pour atteindre l'exigence normale de valeur U max de 0,24, il faut une isolation rapportée d'environ 11 cm d'épaisseur si on considère un isolant de valeur lambda 0,030 watts par mètre Kelvin. Par contre, si on souhaite atteindre les standards passifs, donc avec une valeur U max de 0,12, on voit que l'épaisseur d'isolation rapportée doit être de l'ordre de 24 cm. Si on optimise la résistance thermique de la maçonnerie, si on la multiplie par 6 par exemple, et qu'on obtient une résistance de 1,5 m² Kelvin par watt, ce qu'on obtient avec une valeur lambda de la maçonnerie qui est déjà très performante, de 0,09 watts par mètre Kelvin et une épaisseur de 14 cm, on voit que l'isolation rapportée pour atteindre la valeur U max de 0,24 sera de l'ordre de 7-8 cm. Si on veut atteindre un standard passif, il faudra 20 cm. Donc on voit que c'est surtout l'isolation rapportée qui agira en termes d'isolant, alors que multiplié par 6, la résistance thermique de la maçonnerie n'engendre qu'une diminution limitée de l'épaisseur d'isolation nécessaire. Si on envisage des maçonneries beaucoup plus résistantes thermiquement, avec une valeur par exemple de 4 m² Kelvin par watt, on voit qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un isolant rapporté pour atteindre la valeur U max de 0,24. Donc c'est une maçonnerie qui a été optimisée thermiquement. On obtient une telle maçonnerie avec une valeur lambda de 0,10 watts par mètre Kelvin et une épaisseur quand même de 40 cm de maçonnerie. Si on veut atteindre un standard passif avec une telle maçonnerie, on voit que l'épaisseur d'isolation rapportée sera de l'ordre de 12 à 13 cm. On peut s'interroger, est-ce qu'il est possible d'atteindre des standards passifs sans isolation rapportée? Eh bien oui, c'est possible. Il faut une résistance thermique de la maçonnerie de 8,15 m² Kelvin par watt. Par contre, ça correspond à une maçonnerie dont la valeur lambda est très faible, donc très performante thermiquement, et une épaisseur non négligeable de 57 cm, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc on a parlé d'optimisation de la résistance thermique de la maçonnerie. Comment l'obtenir? On peut optimiser de manière thermique les blocs, donc en utilisant des blocs cellulaires plus légers, des granulats légers, en remplissant les perforations avec des matériaux d'isolation, en adaptant la morphologie des perforations, voire en utilisant des éléments de plus grand format, donc plus épais. Vous voyez par exemple l'évolution des blocs de béton cellulaire pour lesquels on peut atteindre des épaisseurs non négligeables. Vous voyez également ici une documentation technique de blocs Snellbaugh utilisés plutôt en Allemagne. Et bien là, on atteint des valeurs lambda de 0,07,
Ce qui veut dire que pour atteindre une valeur U de 0,14, on peut utiliser une épaisseur de 49 cm. Ce qui montre que les réglementations thermiques ont conduit à l'évolution et à l'optimisation des blocs de maçonnerie. Toujours relativement aux réglementations thermiques, elles nécessitent de tenir compte des nœuds constructifs et donc d'optimiser les détails. Et donc par exemple en pied de mur, là où on peut avoir plusieurs options et qu'on choisit l'option B, donc d'une part on peut assurer que la valeur psi du détail est inférieure ou égale à la valeur psi limite, mais on peut montrer aussi que le détail est en conformité avec les règles de base. Et dans cette optique, il y a 3 solutions pour optimiser le nœud constructif. La première solution, c'est d'envisager une maçonnerie isolante de valeur lambda inférieure ou égale à 0,2 watts par mètre Kelvin. Dans ce cas-là, la maçonnerie fait partie intégrante de la couche d'isolation et on a la continuité des couches qui est assurée grâce à un contact entre l'isolation du plancher et l'isolation de la façade. Deuxième solution, qui est assez courante, c'est l'usage de blocs constructifs isolants en pied de mur, qui assure la jonction entre l'isolation du plancher et l'isolation de la façade. Il faut que ce bloc atteigne une valeur lambda de 0,2 watts par mètre Kelvin. Il faut en outre respecter les résistances thermiques exigées dans la PEB. Troisième possibilité, c'est de prolonger l'isolation de façade suffisamment en profondeur afin que le chemin de moindre résistance thermique entre l'intérieur et l'extérieur soit de minimum 1 mètre. Voilà sur ce détail comment obtenir l'optimisation de ce détail. Donc on a parlé d'optimisation thermique de la maçonnerie via l'optimisation thermique des éléments de maçonnerie et l'optimisation des détails techniques. Tous ces paramètres constituent des moteurs et des évolutions que l'on observe actuellement. Revenons sur les blocs constructifs isolants. Il est important qu'ils soient aptes à l'usage et donc ils doivent certainement respecter les spécifications habituelles courantes pour les éléments de maçonnerie qui sont normalisés. Et il y a en plus un critère sur la conductivité thermique. Vous voyez l'usage de ces blocs constructifs isolants en pied de mur. On doit faire une distinction entre, d'une part, les éléments qui sont normalisés, c'est-à-dire couverts par une norme, éventuellement par une marque de qualité Bénor, et qui sont couverts par le scope de l'Eurocode 6. Et d'autre part, les éléments non normalisés, pour lesquels il est recommandé qu'ils disposent d'une évaluation positive, c'est-à-dire un agrément technique, tel qu'un ATG ou un agrément technique au niveau européen. Le tableau que vous voyez ici fait la liste des matériaux que l'on trouve sur le marché, qui peuvent faire office de blocs constructifs isolants. Ils sont classés par ordre croissant de résistance à la compression. On va retrouver évidemment le verre cellulaire, pour lequel il n'y a pas de norme, mais il y a bien une évaluation positive selon un agrément européen. On a néanmoins une faible résistance à la compression. Le béton cellulaire qui, lui, est couvert par une norme produite au niveau européen et une marque de qualité, avec une résistance à la compression de 5 Newton par millimètre carré. Il existe aussi un matériau d'isolation pourvu de cylindres en béton polymère, pour lequel il n'y a pas de norme, mais bien une évaluation positive. On atteint des résistances à la compression plus élevées de l'ordre de 10 Newton par millimètre carré. Et enfin, on voit aussi sur le marché des blocs treillis en terre cuite dont les perforations sont remplies d'un matériau d'isolation. Ce matériau est bien couvert par la norme produit et une marque de qualité. On atteint des résistances de 12 newtons par millimètre carré. Alors, il est évident que si on doit assurer la stabilité, on devra vérifier que la résistance à la compression de l'élément est suffisante pour les charges considérées. Et donc, au niveau de la base du dimensionnement en compression, à nouveau, on va distinguer les éléments qui sont normalisés et non normalisés. Ce dimensionnement passe par l'évaluation de la résistance caractéristique à la compression de la maçonnerie FK en compression centrée. Lorsque les éléments sont normalisés, on pourra se baser sur les formulations de l'Eurocode 6 ou sur des essais selon la NBN EN 1052-1. Par contre, pour les éléments non normalisés, ils ne sont pas dans le scope de l'Eurocode 6, il n'y a pas de formulation qui permet de déterminer la résistance à la compression. On devra passer par des essais selon la norme européenne.
Il faut également envisager le facteur de réduction pour élancement et excentricité psi, qui réduit systématiquement de minimum 10% la résistance à la compression. Pour les éléments normalisés, on peut se baser sur l'Eurocode 6. Par contre, pour les éléments normalisés, on devra consulter l'agrément où la compression excentrée sera étudiée. Toutes ces évolutions ont un impact sur le mur creux. Nous avons publié un article d'ailleurs il y a quelques années qui s'appelle « Impact de la PEB sur les maçonneries ». L'objectif est bien entendu d'atteindre un niveau de performance énergétique élevé, ce qui va conduire à des épaisseurs d'isolation plus importantes. La continuité de l'isolation sera requise et on devra traiter de manière soignée les nœuds constructifs. Cela a un impact sur les techniques de pose et de fixation de l'isolant, sur la pose de la membrane de drainage dans la coulisse, sur les techniques de réalisation du mur creux, sur le nombre, les dimensions et le mode de pose des crochets. En effet, étant donné la croissance de l'épaisseur des matériaux d'isolation, on va avoir une augmentation de la largeur de la coulisse et la nécessité d'attaches plus longues. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un risque accru de flambement? Donc, en compression, est-ce que les attaches peuvent être soumises au flambement? Concernant la performance énergétique élevée, donc la continuité de l'isolation thermique est requise, on devra limiter les ponts thermiques. Et donc, vous voyez que la pose de l'isolation sera importante et on devra veiller à ce qu'elle soit vraiment posée contre le mur porteur. Les attaches de maçonnerie habituellement sont déjà placées dans les joints de la maçonnerie portante et donc lorsque la pose traditionnelle exige que l'on pousse l'isolant et les fixations à travers ce matériau d'isolation, on endommage le matériau d'isolation et on a des risques de déperdition par cet endroit-là. Et donc, les attaches habituelles, conventionnelles que l'on utilise depuis des années, évoluent vers des attaches, des fixations métalliques combinées à une cheville à rosace, qui sont placées après la pose de l'isolation pour éviter sa dégradation. Donc, on s'interroge sur la pertinence des crochets posés au préalable dans la couche de mortier du mur porteur. Concernant les attaches pour mur creux, le CSTC a mené un programme d'essai qui consistait à déterminer la résistance à la compression et à la traction des attaches utilisées comme crochets de maçonnerie. L'essai consiste simplement à soumettre l'attache à la compression ou à la traction lorsqu'elle est par exemple insérée dans un joint de mortier entre deux éléments de maçonnerie. Et on a pu constater lors de ces essais le flambement par exemple d'attaches destinées à des joints minces, donc de section plus faible. Aussi pour les attaches où il y a une variation de la section, on a observé ce flambement juste à la jonction entre les sections différentes. Pour les attaches avec cheville à rosace, on a également constaté du flambement. On a également constaté des attaches métalliques qui passent à travers la fixation et sont bloquées ensuite par la perforation. Et donc les résultats du programme d'essai ont montré par exemple que pour les attaches sans cheville plastique, la résistance à la traction comparée à la résistance à la compression donnait une plus grande résistance à la traction que la résistance à la compression. Donc là, il est évident que c'est le comportement en compression qui sera le plus contraignant dans le cas du dimensionnement. Pour les attaches avec cheville à rosace en plastique, on a pu constater que la résistance à la compression était supérieure à la résistance à la traction, ce qui engendre évidemment que c'est le comportement en traction qui va être prépondérant dans le dimensionnement. Il est donc indispensable que le fabricant de l'attache donne à disposition les données relatives au comportement tant en compression qu'en traction de son attache, conformément à la norme produit NBNEN 845-1, afin de pouvoir dimensionner correctement le nombre d'attaches nécessaires. Ce dimensionnement se base d'une part sur la valeur de calcul de l'action du vent, que vous allez retrouver dans le tableau, sur la résistance de l'attache infectée d'un coefficient de sécurité, et simplement en divisant les deux valeurs, on obtient le nombre minimum d'attaches avec un minimum de 5 utilisé de manière empirique en Belgique. On peut également envisager l'optimisation énergétique des maçonneries existantes. Par exemple, pour les murs creux non isolés, on peut envisager de les post-isoler. Ces travaux sont décrits dans la unité 246.
On voit cette technique plutôt comme un préalable à une isolation complémentaire pour atteindre un niveau de performance thermique élevé. On doit privilégier l'isolation par l'extérieur, au moyen par exemple de bardage ou d'étix, donc les systèmes d'enduit sur isolation extérieure. On devra traiter les raccords dans la mesure possible en s'inspirant des règles simplifiées de la réglementation. Et finalement, lorsque l'isolation par l'extérieur n'est pas envisageable, l'isolation par l'intérieur est concevable et réalisable sous certaines conditions relativement strictes. Là aussi, on devra traiter les raccords de manière soignée pour atteindre un niveau de performance thermique élevé. Ces techniques sont décrites dans un article que nous avons publié en 2016, les techniques de rénovation énergétique des murs. Un autre moteur, c'est l'impact environnemental. Donc actuellement, on choisit surtout les matériaux et les systèmes de construction sur base des aspects techniques, des aspects esthétiques, des aspects économiques et des réglementations en vigueur. Mais de plus en plus, on a des considérations écologiques. On n'a pas toujours une information objective et claire sur les aspects environnementaux des matériaux. Néanmoins, de plus en plus, on réalise par exemple des analyses de cycle de vie pour optimiser l'impact environnemental des matériaux. Ces techniques sont décrites dans l'infofiche 64 du CSTC. Nous avons appliqué cette technique à différentes typologies pour comparer l'impact environnemental. Vous voyez sur le graphique tout d'abord le mur creux traditionnel, ensuite les systèmes de plaquettes en terre cuite sur isolation extérieure, et finalement les systèmes d'enduit sur isolant. Et donc au plus l'histogramme est élevé, au plus cela a un impact environnemental. Eh bien on voit que le choix du matériau d'isolation a un impact certain sur le comportement de la maçonnerie. L'usage de briques plutôt d'épaisseur limitée de 6,5 cm a un effet bénéfique également par rapport aux briques de 9 cm. Comparé aux plaquettes en terre cuite sur isolant, on a un impact moindre du parachèvement. Les matériaux d'isolation, par exemple, qui sont plus rigides, souvent plus denses, ont un impact non négligeable. Comparé aux enduits sur isolant, là on a un parachèvement relativement mince avec un faible impact environnemental et des matériaux d'isolation qui sont prédominants au niveau impact environnemental. Eh bien, l'impact des matériaux reste limité par rapport à l'impact de la consommation énergétique lorsque l'on vise une valeur U de 0,24 watts par mètre carré Kelvin. Mais si on vise des standards passifs, cet histogramme gris va diminuer en importance, ce qui fait dire que l'impact des matériaux va devenir relativement important. On voit aussi le développement de matériaux dits éco. Ils peuvent être à base d'argile crue, de granulats végétaux, du chanvre par exemple. On investigue également les possibilités de réemploi, ce qui s'inscrit dans le cadre de la circularité. Il y a d'autres études qui ont lieu concernant la possibilité d'incorporer des bouts de dragage ou des déchets de papier aux éléments de maçonnerie. Dans tous les cas, tous ces éléments innovants doivent disposer d'une déclaration d'aptitude à l'usage afin d'assurer des garanties quant à leur usage en construction. Le moteur suivant, ce sont les conditions de travail et les techniques de pose. La technique de l'encollage des briques de parement est apparue dans les années 2000. On utilise un mortier colle de type T pour des joints de 3 à 6 mm d'épaisseur. On voit la technique de pose qui change sensiblement. On insère la poudre dans la trémie, on vérifie le bon fonctionnement du pistolet et vous voyez l'application du mortier grâce à ce pistolet sous forme de 2 cordons parallèles. On applique aussi les 2 cordons sur les boutisses à l'aide d'un chevalet. C'est vraiment une technique qui évolue par rapport à l'usage de la truelle ancestrale pour les maçonneries. Pour les maçonneries portantes à joints minces, donc là avec un mortier colle de type T, mais pour des joints plus minces de 0,5 à 3 mm d'épaisseur, on applique le mortier à l'aide d'un bac rouleau, par exemple, comme on le voit sur les illustrations. Les mortiers se sont développés aussi pour disposer ou non d'un pouvoir couvrant. Vous voyez ici le mortier qui ne couvre pas les perforations, contrairement à cette photo-ci. Ce sont des développements que l'on a pu observer les dernières années. Est apparue plus récemment la technique d'encollage des maçonneries portantes à l'aide de mousse-colle polyuréthane,
qui est appliquée au pistolet. On voit apparaître, par exemple, pour les maçonneries en béton, des systèmes de dosage du mortier qui permettent d'éviter les surconsommations. Le fait de consulter l'Eurocode 6 a mis aussi en avant la technique de la maçonnerie montée à joint interrompu. Donc là, des bandes de mortier ne sont posées que sur des bandes extérieures par rapport à l'épaisseur de la maçonnerie. C'est aussi une technique que l'on voit apparaître. Des éléments permettant une manutention plus aisée des éléments de maçonnerie sont également apparus, que ce soit pour de petits éléments en béton, voire les grues de chantier pour des éléments plus importants, plus massifs, plus lourds, en silico-calcaire. La maçonnerie préfabriquée aussi s'est développée. Là, on estime au niveau planning et coût qu'elle devient intéressante à partir de surfaces de l'ordre de 500 à 1000 m² de maçonnerie. Le coût est comparable à de la maçonnerie réalisée sur place à condition d'avoir un rendement élevé. Et cela nécessite une bonne préparation et une coordination efficace. On voit aussi apparaître des techniques d'empilage à sec des éléments de maçonnerie. Vous voyez ici le système clic-brick, où le mortier est remplacé par des fixations métalliques que l'on met dans la maçonnerie de parement. Un autre moteur, c'est l'esthétique. On peut voir par exemple pour les briques et terre cuites un énorme assortiment de couleurs et de textures que proposent les fabricants. Pour les blocs en béton, en parement, on a les blocs clivés qui sont apparus, qui offrent aussi une esthétique particulière. À nouveau, la technique de l'encollage à joints minces des maçonneries de parement crée une esthétique particulière, plus massive, où l'importance du joint sur l'aspect esthétique est négligeable. Petit tableau qui montre les différentes possibilités, donc 4 cas pour réaliser une maçonnerie de parement. Si l'on considère une maçonnerie traditionnelle, donc avec jointoyage, une maçonnerie traditionnelle à joint mince sans jointoyage, ou une maçonnerie collée à joint mince sans jointoyage, on doit utiliser le mortier adapté, ce soit un mortier de type G pour des joints de 10 à 12 mm, un mortier de type G pour des joints de 4 à 8 mm, ou un mortier colle de type T pour les joints de 3 à 6 mm. Les maçonneries portantes aussi peuvent montrer un certain aspect esthétique. Vous voyez ici des solutions avec des blocs silico-calcaires apparents ou des blocs en béton apparents. L'architecte peut faire choix de ce genre de finition en maçonnerie brute sans finition ultérieure. Notons néanmoins que si la paroi extérieure n'est pas recouverte d'un enduit intérieur assurant l'étanchéité à l'air, il faudra prévoir un enduit côté coulisses ou côté extérieur pour assurer cette étanchéité à l'air. Alors tous les développements et les évolutions pour les produits qui ne sont pas couverts par des normes devraient être couverts par des agréments techniques. C'est le cas pour les maçonneries préfabriquées, il existe des directives. Pour la mousse-colle polyuréthane également, il existe un ATG. Donc on recommande fortement l'usage de produits couverts par un ATG. Abordons à présent le second point de cette première partie, le mur creux. Je vais vous présenter sa composition, son fonctionnement ainsi que son exécution. Un mur creux est composé tout d'abord d'une paroi intérieure, d'une coulisse isolée et d'une paroi extérieure. Pour liaisonner la paroi extérieure et la paroi intérieure, on fait usage d'attaches de maçonnerie, aussi appelées crochets. La paroi intérieure peut être portante ou non. On lui confère des exigences en termes d'isolation thermique, d'isolation acoustique, de résistance au feu, par exemple. Si elle est insuffisamment étanche à l'air, il faudra la revêtir d'un enduit sur au moins un côté, afin d'empêcher que la différence de pression entre la coulisse et l'intérieur ne donne lieu à une infiltration d'humidité, et de garantir que l'infiltration d'eau de pluie dans le mur extérieur s'évacue par le bas de la coulisse. La coulisse, quant à elle, peut être munie éventuellement d'un pare-vapeur. Elle peut être remplie partiellement ou totalement avec un isolant thermique. En cas de coulisse avec remplissage partiel, on considère que l'eau de pluie peut s'écouler dans la lame d'air. Cette lame d'air agit comme chambre de décompression et barrière anticapillaire et constitue ainsi une seconde barrière face aux intempéries.
En cas de coulisse avec remplissage complet, seuls des matériaux d'isolation souples et hydrophobes sont admis afin de compenser les irrégularités de la maçonnerie. Dans ce cas, la hauteur de la façade doit être limitée. Je reviendrai sur ce point. Le tableau ici reprend une synthèse des points importants en cas de remplissage partiel ou complet de la maçonnerie. Tout d'abord, la technique du remplissage partiel est la technique recommandée la plus répandue, alors que le remplissage complet est déconseillé, voire à proscrire, lorsque la maçonnerie de parement est à joints verticaux ouverts ou lorsque l'exposition est supérieure à 350 pascal en ce qui concerne les pressions d'eau. Au niveau des épaisseurs sur plan, en cas de mortier d'usage courant et de remplissage partiel, cette épaisseur sur plan sera de minimum 3 cm. En cas de maçonnerie collée, avec un mortier de type T, l'épaisseur sur plan de la coulisse sera de 2 cm. Évidemment, en cas de remplissage complet, dans les deux cas, on aura une épaisseur sur plan de 0 cm. Quasi tous les types d'isolants peuvent être considérés pour le remplissage partiel de la coulisse, alors que pour le remplissage complet, on utilise plutôt des matériaux souples et hydrophobes. À l'aide des matériaux d'isolation, on devra réaliser une couche d'isolation continue. Avec la laine minérale, ça se passe grâce à l'enchevêtrement des fibres, que le remplissage soit partiel ou complet. Pour les mousses synthétiques, généralement on utilise des panneaux avec bords à rainures et languettes ou en feuillure. Pour le verre cellulaire, on utilisera des matériaux de calfeutrement. Pour ces deux types de matériaux d'isolation, on considère uniquement le remplissage partiel de la coulisse. On a parlé de la limitation de la hauteur de la façade pour limiter l'exposition au pluie battant, donc dans le cas d'un mur creux avec remplissage complet. La limitation de la hauteur va se baser d'une part sur les zones de vent qui existent en Belgique, donc il y a 4 zones de vent. Elles vont dépendre également de la catégorie de rugosité du terrain. Et donc, la limitation à une pression d'étanchéité à l'eau de 350 pascal correspond aux hauteurs que vous pouvez voir dans ce tableau. En particulier, en zone côtière et dans les plaines, il n'est pas admis de réaliser un remplissage complet de la coulisse. La paroi extérieure, à présent, elle constitue une barrière d'étanchéité à la pluie. C'est la première barrière face aux intempéries. Elle protège l'isolation thermique et le mur extérieur, et le mur intérieur, pardon. On utilise des éléments de maçonnerie, soit fortement, soit peu capillaires. Lorsqu'ils sont fortement capillaires, ils créent un certain effet tampon vis-à-vis de l'humidité avant qu'un film d'eau ne se forme en surface. Le parement joue généralement une fonction esthétique. Il n'a généralement pas de fonction portante et sa stabilité est assurée grâce à l'usage d'attaches qui le relient à la paroi portante. On devra faire choix d'éléments de maçonnerie aptes à l'emploi, c'est-à-dire aptes à être exposés à des sollicitations climatiques que l'on connaît en extérieur, donc pluie et gel généralement. En fonction de la nature de l'élément, on devra choisir quelle est la classe que l'on peut utiliser en fonction de l'exposition. Ces classes varient en fonction de la nature de l'élément. On a généralement 2 niveaux aussi d'exposition, la classe MX3.1 et la classe MX3.2, comme vous pouvez le voir dans ce tableau extrait de l'Eurocode 6. Les attaches, finalement, elles doivent permettre suffisamment de mouvements individuels de la paroi extérieure vis-à-vis de la paroi intérieure. Elles doivent être capables de reporter les charges de vent vers la structure portante. On calcule les charges de vent à l'aide de l'Eurocode 1 partie 1.4 et de son annexe nationale. Cette valeur doit être communiquée par le bureau d'études à l'entrepreneur. Pour trouver les informations relatives à la résistance de l'attache, on se base sur les informations du fabricant qui doit déclarer ces valeurs dans sa déclaration de performance, dans sa DOP, conformément à la NBN-EN 845-1. Et on rappelle qu'en Belgique, on fait un usage empirique à raison d'un minimum de 5 attaches par mètre carré.
Le tableau suivant, je vous l'ai déjà montré lors de la première partie de ce cours. Donc en fonction de l'action du vent, de la valeur de calcul de l'action du vent, de la résistance de l'attache affectée par un coefficient de sécurité, on peut calculer le nombre d'attaches minimum à utiliser. Attention que si la conception s'écarte des règles habituelles, c'est-à-dire si on envisage un parement d'épaisseur inférieure à 9 cm, ou qu'on souhaite ne pas respecter le nombre minimum recommandé d'attaches, on devra dimensionner le comportement en flexion de la maçonnerie de parement. Lors de la mise en œuvre, on devra répartir les attaches de manière uniforme sur la maçonnerie de parement. Vous voyez sur le schéma ici les distances maximales à respecter en projection horizontale et verticale. La liaison doit être telle que l'eau qui s'est infiltrée soit redirigée vers l'extérieur, ce qu'on obtient par exemple par l'inclinaison adéquate des attaches ou par des petits dispositifs de rejet d'eau. La longueur d'ancrage minimale doit être conforme à la norme NBN-EN 845-1. Cette norme donne des critères. Par exemple, la longueur d'ancrage doit être supérieure ou égale à 30 mm. Le fabricant déclare une valeur avec une certaine sécurité. Généralement, il déclare 4 cm. Pour éviter que le joint de mortier soit expulsé en compression, il y a aussi une distance à respecter du mortier à l'extrémité de la tâche. Donc cette distance doit être supérieure ou égale à 20 mm. On devra choisir la nature du matériau en fonction de la classe d'exposition. Ce tableau est extrait de l'Eurocode 6 partie exécution. D'une part, on voit la liste des matériaux utilisables comme attache, avec leur numéro de référence normalisé. Et d'autre part, on voit la classe d'exposition. D'une part, on aura la possibilité d'avoir des dénominations U, R ou X, respectivement U, utilisation sans limite du matériau dans la classe d'exposition indiquée, R, utilisation limitée, il faudra consulter un fabricant, et X, le matériau n'est pas recommandé pour une utilisation dans cette classe d'exposition. Pour le mur de parement extérieur, on va se situer en classe d'exposition MX2, MX3, et donc, par exemple, l'acier inoxydable, qu'il soit de type 316 ou 304, est accepté sans limite dans cette classe d'exposition. Le plastique également. Par contre, sur le marché, on trouve beaucoup d'attaches avec la référence numéro 20, qui est un fil d'acier galvanisé, mais avec une faible galvanisation. Et on attire l'attention sur le fait que l'Eurocode 6 ne recommande pas l'usage de ce matériau dans les classes d'exposition MX2 et MX3. Donc attention au choix des attaches pour usage dans les murs de parement pour éviter les corrosions prématurées. Au niveau de l'exécution, tout d'abord le phasage. On monte d'abord la paroi intérieure, c'est conseillé. La pose des menuiseries extérieures, quant à elle, peut être réalisée soit après montage de la paroi intérieure et donc avant pose de l'isolation et érection de la maçonnerie de parement. C'est un phasage de plus en plus courant car il permet une meilleure jonction de l'isolation à la menuiserie. Il peut être posé également en dernier lieu, c'est-à-dire après montage de la paroi intérieure, pose de la couche d'isolation et érection de la maçonnerie de parement. Si la paroi intérieure est de la maçonnerie, la première assise sera maçonnée sur une couche de mortier d'égalisation d'environ 2 cm d'épaisseur afin de rattraper les irrégularités du support en béton. Une barrière anticapillaire contre les remontées d'humidité est placée dans la couche de mortier sous cette première assise ou à mi-hauteur de la future plinthe de la finition intérieure. Le recouvrement des barrières de longueur supérieure ou égale à 150 mm doit comprendre toute l'épaisseur de la maçonnerie évidemment. Après érection de la maçonnerie intérieure, on devra enlever tous les résidus et bavures de mortier afin d'obtenir une surface plane pour l'isolant ou une surface cohésive pour un éventuel enduit. On place une membrane d'étanchéité à l'eau en pied de mur pour protéger la partie enterrée de la maçonnerie.
les joints seront collés ou soudés, et cette barrière d'étanchéité doit remonter au moins à 15 cm au-dessus du niveau fini du sol extérieur. Elle peut se prolonger jusqu'à la barrière anticapillaire de la paroi intérieure. L'isolation thermique, quant à elle, est appliquée après érection de la paroi intérieure et éventuellement après la pose de la menuiserie en fonction du phasage choisi. En ce qui concerne les matériaux d'isolation placés sous le niveau du sol extérieur, il faudra des matériaux aptes à l'usage, c'est-à-dire résistants à l'humidité. Le placement des attaches, on en a déjà parlé, soit elles sont placées avant application de l'isolant, mais dans ce cas, il y a un risque que lorsque l'on perce le matériau d'isolation, il y ait un endommagement de l'isolation thermique et des pertes de performance thermique. Et on peut les poser de manière préférentielle après la pose de l'isolation thermique. L'isolant est placé contre la paroi intérieure. On doit limiter l'épaisseur de la lame d'air entre isolation et paroi intérieure. En cas de mauvaise mise en œuvre, il y a un risque de réduction du niveau d'isolation thermique. Les panneaux d'isolation sont placés de manière à réaliser une couche continue et on devra respecter les instructions de pose du producteur. La paroi extérieure, finalement, est maçonnée ou collée après avoir monté l'isolation. On place une membrane de drainage aux endroits appropriés dans la coulisse afin de diriger efficacement vers l'extérieur l'eau qui y pénètre, donc en particulier en pied de mur et au-dessus des baies. Le chevauchement de ces membranes de drainage en pied de mur doit être réalisé sur toute l'épaisseur de la maçonnerie. Il aura une longueur minimale de 150 mm et le chevauchement sera de préférence collé ou soudé. Vous voyez sur le schéma en 5 cette membrane de drainage. Alors, parfois, en cas de forte sollicitation à l'humidité et des éléments de maçonnerie poreux, on prévoit une barrière anticapillaire supplémentaire afin d'éviter les phénomènes de tachage en cas d'humidification et de remontée capillaire en pied de mur. Concernant la pose de la membrane de drainage au-dessus des portes et des fenêtres, on devra relever les extrémités pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la coulisse ou sur l'isolation. On fait donc généralement un relevé qui est disposé à plus de 20 cm des baies, comme vous voyez sur les illustrations. Au-dessus de chaque membrane de drainage, on prévoit au moins un joint vertical ouvert par mètre courant, ce qui correspond à environ 6 cm² par mètre, pour évacuer l'eau. On prévoit également une membrane sous les seuils avec des relevés latéraux. On devra veiller à ce qu'il y ait le moins de mortier ou d'autres résidus qui obstruent la coulisse. Les sources utilisées dans cette première partie du cours sont les NIT et documents suivants. La NIT 208 sur le jointoiement des maçonneries, le CSTC contact thématique sur le détail constructif, la NIT 264 sur les détails de référence pour les murs creux et la NIT 271 sur l'exécution des maçonneries. Voilà qui clôture la première partie de ce cours. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour les parties suivantes.